Ce lieu doit pouvoir servir de repère, de boussole, pour connaître l'histoire de la Shoah, parce qu'on est face à un sujet qui met au défi la pensée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment en est-on arrivé là ? Et là, c'est de la responsabilité de chacun, de se questionner, de savoir ce que l'on veut apprendre de cette histoire. Le patrimoine se raconte dans la 3e saison de Terre Histoire. Une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. Et pour ce premier épisode de la nouvelle saison, on vous emmène en plein cœur d'Orléans, dans l'enceinte d'une ancienne école maternelle, à la découverte du CERSIL, musée mémorial des enfants du Veldiv. Ce lieu, soutenu par la région Centre-Val de Loire, retrace l'histoire des 3 camps d'internement qui furent édifiés, dans le Loiret, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Pithiviers, Bonne-la-Rolande et Jargeau. Dans ces camps, des hommes, des femmes et des enfants, juifs ou nomades, seront internés dans des conditions inhumaines par une administration française complice du régime nazi. Pour les juifs, l'internement n'est qu'une étape. En juin 1942, un premier convoi va partir de Pithiviers pour le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Là-bas, parmi les victimes innocentes, 4400 enfants partis de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande seront assassinés. C'est cette histoire que les équipes du CERSIL s'emploient chaque jour à documenter, expliquer et transmettre. Avec une exposition permanente, une programmation culturelle, un centre de ressources et des ateliers pédagogiques pour sensibiliser tous les publics et notamment les nouvelles générations. Et justement, le jour de notre visite, une classe de CM2 venue d'Olivet s'apprêtait à découvrir le musée. Alors bonjour à tous, bonjour. Bienvenue au CERSIL. Saison 3, épisode 1, le CERSIL, musée mémorial des enfants du Veldiv. Alors, on vous a certainement expliqué un petit peu le programme de cet après-midi, mais il y a donc une classe qui va commencer par un atelier avec moi, pendant que l'autre classe fera une visite guidée au musée avec mon collègue Julien qui est juste derrière. Et puis au bout d'une heure, on inversera, comme ça chaque classe aura fait exactement le même programme. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Ouais ? Je vous laisse me suivre du coup la première classe. On est ici au musée mémorial des enfants du Veldiv, un musée qui est situé dans le centre-ville d'Orléans et qui retrace l'histoire des camps d'internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de Pithiviers, de Bonne-la-Rolande et de Jargeau. Anaïg Lefebvre, responsable du CERSIL. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'est pas à l'endroit même de ces camps. On n'est pas sur le lieu de mémoire au sens strict. Ici, on va dire que c'est le lieu du récit. C'est le lieu des recherches et le lieu ouvert au public pour découvrir l'histoire de ces camps. Pithiviers et Bonne-la-Rolande, qui sont à peu près à 50 km au nord-est d'Orléans, qui ont une histoire commune. C'est des camps dans lesquels, entre 1941 et 1943, 16 000 juifs ont été internés. Mais d'où également des convois de déportation sont partis, depuis la gare de Pithiviers vers Auschwitz, depuis la gare de Bonne-la-Rolande vers Auschwitz. 8 convois sont partis du Loiret. Ce qui est assez singulier, parce que la grande majorité des Juifs déportés depuis la France ont été déportés, à plus de 80%, ont été déportés depuis le camp de Drancy. Quant au camp de Jargeau, c'est une autre histoire. C'est un camp dans lequel ont été internées des personnes dites nomades, qui ensuite n'ont pas été déportés, mais qui ont été internés jusqu'au 31 décembre 1945. Donc, il y a là aussi une histoire de l'internement qui va au-delà du gouvernement de Vichy. Donc, bien sûr, notre rôle, c'est à la fois l'histoire, mais aussi la mémoire et toutes les questions qu'on se pose après pour savoir quelles sont les sources, quelles sont les traces dont on dispose. Et puis, également, c'est comment ces camps, dans le département, dans la région et même au-delà, sont rentrés dans la mémoire collective. Donc cet après-midi, vous êtes dans un musée d'histoire qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez me donner les dates de la Seconde Guerre mondiale ? Ouais. Très bien. Chloé Desjardins, médiatrice pédagogique au CERSIL.
Et donc le CERCIL où vous êtes cet après-midi, c'est un musée qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais qui parle d'une thématique assez précise. CERCIL, ça veut dire Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret. Alors, pendant une petite heure, avant qu'on rentre vraiment au musée, l'idée c'est que vous fassiez le travail d'un historien, puisque vous allez devoir aujourd'hui retracer le parcours d'un petit garçon pendant la guerre qui a été caché. C'est ce petit garçon que je vous projette à l'écran. Et donc vous voyez que sur chaque table, vous avez des pochettes qui vous ont été déposées, et puis il y a aussi des planches dessinées. L'idée, ça va être qu'avec des documents d'archives, qu'avec des dessins, vous puissiez retracer l'histoire d'Isaac et de toute sa famille. Alors, j'aurais besoin de 2 personnes pour m'aider à distribuer. Toi et puis toi. Je vous laisse venir tous les deux, s'il vous plaît. Au départ, le CERCIL, c'est une association qui a été créée en 1991 par les maires de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande, d'Orléans, puis de Jargeau, qui sont les maires fondateurs, mais c'est vraiment sous l'impulsion d'Hélène Moucharzet et d'Éliane Klein. Donc ça part au début de réflexions individuelles, se rendre compte, on est à la fin des années 80, début 90, qu'à Orléans, il n'y a aucune trace sur l'histoire de ces camps. Et au fond, Hélène Moucharzet, quand elle découvre cette histoire, et notamment l'internement des enfants dans ces camps, et notamment la séparation des enfants de leurs parents dans ces camps, et la déportation de ces enfants, qui ont été pour la plupart assassinés à Auschwitz, elle parle souvent, à la création du CERCIL, d'un sentiment d'urgence absolue. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle découvre cette histoire, elle découvre qu'elle ne la connaissait pas. Alors qu'elle était sensibilisée, elle, fille de Jean Zay, du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Beaux-Arts sous le Front populaire, qui a été assassiné par la milice en juin 1944, elle se dit il faut absolument connaître et faire connaître cette histoire. D'autant plus que, pour rappeler un petit peu le contexte de l'époque, fin des années 80, il y a des thèses négationnistes qui fleurissent. Il y a cette déclaration de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz comme un détail de l'histoire. Il y a la profanation des tombes juives du cimetière de Carpentras. Donc, il y a cet antisémitisme qui semblait loin derrière dans le passé. Et puis, il y a aussi les lenteurs de la justice par rapport à la reconnaissance de la responsabilité française dans la déportation des Juifs. Puisqu'on est avant la déclaration de Jacques Chirac en 1995 qui reconnaîtra officiellement cette responsabilité. Donc, on est vraiment à un moment où c'est intéressant parce que ce qui se joue localement à Orléans correspond aussi à ce qui se joue dans la reconnaissance de la mémoire de la Shoah en France et dans la manière dont cette histoire va rentrer dans la mémoire collective. Je vais y venir. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, serrez-vous un maximum. Je pense qu'il y a de la place encore à gauche. Donc je vous l'ai dit, on est ici dans une salle qui s'appelle le Mémorial des enfants. Et donc à votre avis, ça sert à quoi un mémorial? Qu'est-ce qu'on entend dans le mémorial? Oui. Mémorie? Ouais, ce serait quoi alors du coup? Mémoire. Ouais. Oui, et donc du coup c'est un endroit qui sert à quoi? Pour se souvenir des enfants qui ont été tués. Exactement. Il y a le mot mémoire, donc un mémorial, c'est vraiment un lieu qui rend hommage aux enfants qui ont été assassinés, d'accord? Et puis vous me l'avez dit aussi tout à l'heure, mais toutes ces personnes qui ont été assassinées à Auschwitz, elles n'ont pas de tombe. Donc il n'y a pas d'endroit où les familles peuvent se recueillir aujourd'hui. Donc c'est vraiment la fonction première de cet endroit, c'est d'être un lieu de recueillement. Et puis le musée du CERCIL aussi, tout bêtement, il a voulu redonner une identité à chacun des enfants qui ont été arrêtés lors de la rafle du Veldiv, qui ont été déportés et assassinés. Donc pour ça, les historiens, ils ont épluché, ils ont regardé toutes les archives et ils ont pu reclasser tous ces enfants par ordre alphabétique. Vous comprenez bien donc que chaque carré représente un enfant, puisque en dessous de chaque carré, vous avez une étiquette avec le nom de famille de l'enfant, son prénom et son âge au moment où il a été déporté. Vous voyez que pour certains enfants, on a retrouvé des photos. Sauf que vous l'avez vu tout de suite, il nous en manque beaucoup des photos. Oui. Alors comment vous avez fait pour retrouver leur identité mais pas leurs photos? Alors,
Dans les camps, vous l'avez vu tout à l'heure pendant l'atelier, vous aviez vu, il y avait des feuilles un peu jaunies qui étaient faites parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait dans un camp, il était enregistré. Et donc tous ces papiers-là, ils ont été gardés encore aujourd'hui, c'est conservé aux archives départementales. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut suivre le passage et l'itinéraire de ces hommes. Oui. Le CERSIL, c'est d'abord un local à Orléans, une petite équipe qui fait de la médiation hors les murs. Et donc, la première mission, ça a été de créer une exposition en 92 à la mairie d'Orléans, la première en France sur les camps du Loiret. Simone Veil est là à l'inauguration. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a des familles qui viennent et qui disent mon père, mon frère, ma mère, mon oncle a été interné à Pithiviers, j'ai une photographie, j'ai une lettre. Donc il y a à la fois des archives qui vont commencer à être collectées ici et en même temps des demandes de recherche parce que souvent un document, il est aussi accompagné de plein de points d'interrogation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur son internement à Beaune-la-Rolande? Est-ce qu'on sait à quelle date elle a été déporté? Donc voilà, connaître et faire connaître, ça a été vraiment le mot d'ordre du CERSIL. Et une fois le savoir stabilisé, il y a la nécessité d'un lieu. Et Hélène Moucharzet cherchait un lieu pour réunir le public, un lieu qui soit central, qui soit dans Orléans. Et donc, nous sommes ici, je ne vais plus employer le mot de CERSIL, mais celui de Musée mémorial des enfants du Veldiv, dans cet espace qui a été inauguré le 27 janvier 2011, dans l'enceinte d'une ancienne école maternelle. Ce qui a du sens parce que dans ces camps, beaucoup d'enfants ont été internés et quelque part, on reconnaît bien quand même là l'enceinte d'une cour d'école avec son préau, avec l'arbre au milieu et puis même les dimensions, les proportions. Donc c'est un peu se mettre à hauteur d'enfants dont on porte la mémoire ici. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur un lieu de mémoire au sens strict, mais on voit ici un fragment de baraquement du camp de Beaune-la-Rolande. Et donc, véritablement authentique, puisque les baraquements qui ont servi à l'internement, après-guerre, ils n'ont pas été détruits, ils ont été démontés et vendus aux enchères et certaines personnes pour leur jardin, leur garage, les fermes. Il en existe certainement encore aujourd'hui dans la région. Et donc, celui-ci a été authentifié. On sait que c'est un fragment de la baraque numéro 4 du camp de Beaune-la-Rolande. Alors, je sais qu'il fait très chaud, on va pas rester longtemps ici, mais ça me paraît important qu'on s'arrête là devant ce bâtiment qui s'appelle une baraque, puisque ça vous permet tout de suite de vous rendre compte des conditions de vie à l'intérieur des camps. D'accord ? C'est une vraie baraque, c'est pas une copie, c'est pas une reconstitution, il y a vraiment des gens qui sont passés ici. Vous voyez donc tout simplement que la baraque, elle est faite en bois, il n'y a pas d'isolation. Donc ça veut dire qu'une journée comme aujourd'hui, quand le soleil il tapait sur la tôle, il faisait très chaud à l'intérieur de la baraque, vous l'imaginez bien. Et puis au contraire, l'hiver, vous imaginez facilement aussi qu'il fait très froid. Gardez aussi bien en tête que là, ce que vous avez sous les yeux, c'est qu'un petit morceau de la baraque. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, ça fait 3 mètres de long. En vrai, une baraque, ça fait 30 mètres de long. Donc une baraque entière, c'est 10 fois le morceau que vous avez sous les yeux. D'accord ? Si c'est plus parlant pour vous, la baraque, elle est un tout petit peu plus longue que la taille de la cour du musée. Et donc dans une baraque comme celle-ci, on a enfermé jusqu'à 250 personnes. 250 personnes qui n'ont commis aucun crime, aucun délit, qui ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés, ni pour combien de temps. D'accord ? C'est impressionnant de savoir qu'il y a autant d'enfants et d'hommes qui sont morts pendant cette guerre alors qu'ils n'ont rien fait, que c'est marquant de se sentir un peu responsable de ce massacre en quelque sorte, parce que quand tu vois ça, tu te dis mais comment est-ce qu'on peut être inhumain pour faire ça ? On revient en général en classe après cette visite avec une certaine forme d'engagement. Patricia Appéré, enseignante à l'école Notre-Dame de la Providence à Olivet, venue participer avec sa classe aux ateliers pédagogiques et à la visite de l'exposition permanente. Les enfants prennent en mesure ce qu'un enfant peut vivre à cette époque-là
Et quand ils reviennent, il y a des moments qui les ont marqués, comme la visite du camp, visiter un baraquement, combien on était à l'intérieur, ça les marque énormément. Et puis la pièce aussi au niveau du mémorial, où on voit toutes ces photos d'enfants avec les âges, les surprend et les bouscule. Et moi, c'est la 4e fois que je fais cet atelier. On le prépare en amont aussi, parce que les enfants de 10 ans, il faut adapter le contenu en fait à leur âge. On insiste beaucoup sur les belles actions, la solidarité, la résistance, et puis sur les personnes qui aident. Et quand on leur dit que les petits actes de paix, ils se vivent déjà dans la classe, dans la cour de l'école aussi, au sein de leurs conflits, apprendre à les gérer, apprendre à s'entraider, faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Et on sent vraiment que la classe évolue et grandit avec ce beau sentiment d'empathie et de bienveillance. Moi, c'est quelque chose que j'observe dans ma classe très fortement et qui me rend fière aussi de mes élèves ensuite. Et ce qui est important également pour moi, c'est de faire le lien avec l'actualité. Beaucoup de mes élèves entendent ce qu'il se passe actuellement dans le monde et peuvent être angoissés à entendre ces informations-là. Et donc, il est important qu'ils comprennent qu'au travers de leurs petits gestes d'entraide, de bienveillance, que ce sont eux qui construisent la société de demain. Plus leurs gestes, leurs paroles seront belles, et plus belle sera la société de demain. Alors c'est vrai qu'il y a le programme pédagogique à l'année, et le CERSIL est aussi impliqué dans des projets, notamment Mémoire croisée, qui est un projet franco-allemand avec la région Centre-Val de Loire et le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne. Et donc, depuis 13 ans, se rencontrent des professeurs et des élèves, au fond, autour de la question de la pédagogie de la mémoire. D'abord parce que la mémoire, elle n'est pas la même en Allemagne qu'en France, et c'est intéressant de dialoguer là-dessus. Sur les programmes scolaires, quand les enseignants se rencontrent, il y a énormément de différences d'appréhension du sujet, évidemment. Donc, c'est très enrichissant pour des enseignants français et allemands de se rencontrer et aussi de penser ensemble des projets pour leurs élèves. Ça veut dire qu'une fois par an, les élèves français et allemands se rencontrent pour construire une cérémonie plutôt, celle du 27 janvier, puisque la date du 27 janvier est celle de la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau, et c'est devenu la date de mémoire de la Shoah. Et cette pédagogie de la mémoire, c'est pour se dire qu'on sait bien qu'on est à une époque où elle ne peut plus porter que sur les rescapés eux-mêmes. Des rescapés, il n'y en a presque plus. Évidemment, on est 80 ans après l'histoire. Donc, c'est impliquer des jeunes qu'ils aient conscience de cette temporalité dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins ils ont un contact direct, évidemment, avec cette histoire. Donc, c'est un projet, je complète le titre, Mémoire croisée, sich erinnern, sich begegnen, se souvenir, se rencontrer. On va se retrouver dans le magasin où on conserve les archives. Et on va ouvrir une armoire forte. Avant de repartir, Guillaume Sylvain, documentaliste au CERSIL, nous a ouvert les portes de la salle des archives. Un lieu essentiel où sont conservées des photos, des lettres et des objets fabriqués dans les camps par les internés. Au CERSIL, on a globalement que des archives privées, c'est-à-dire des archives familiales, de la correspondance, des photos de famille, mais également des archives qui sont liées à l'internement dans les camps. On peut avoir des archives qui nous permettent de connaître la vie d'une personne de son arrivée en France, puisque ce sont généralement des juifs polonais qui ont émigré de Pologne. Donc de leur arrivée en France jusqu'à leur internement et déportation. C'est assez rare, mais ça permet de comprendre aussi la vie d'avant. Les personnes qui sont déportées ne sont pas que des numéros, mais elles ont eu une vie en France. Et justement, l'ensemble de ces documents permettent d'humaniser ces personnes, de donner un visage aussi, c'est important. Encore aujourd'hui, on retrouve des photos. On a pu rajouter 150 photos l'année dernière, par exemple, grâce au travail de collecte de Serge Latfeld, du Mémorial de la Shoah et du nôtre. Et du coup, toutes ces micro-histoires
vont nous permettre d'humaniser le parcours des internés. En 2021, un fonds d'archives particulièrement important est arrivé au CERCIL. C'est la petite fille d'un interné du camp de Pithiviers qui a déposé une boîte remplie d'archives familiales. Son grand-père s'appelait Kalma Apfelbaum. Il est mort à Auschwitz. Il avait 36 ans et une petite fille de 2 ans. Évidemment, dans ces lettres, il y en a souvent une qu'on va chercher, qui attire en particulier notre attention, c'est la dernière. Parce qu'en fait, on sait que ceux qui sont déportés apprennent la veille de leur départ qu'ils figurent sur une liste de déportation. Et donc, il y a beaucoup de lettres qui commencent par « Demain nous partons ». Demain nous partons, mais je ne sais pas où. Kalma Apfelbaum, lui, il dit « Je pense que nous allons travailler. Si c'était vrai, ce serait bien ». Dans sa lettre, dans sa dernière lettre, il y a plein d'espoir et de désespoir, en disant vis ta vie, sors, bois, mange, rencontre des amis, occupe-toi de notre enfant, ça ne va pas durer longtemps. Et les phrases après, ça ressemble à un adieu. Bon, en fait, qu'est-ce que les internés savaient? Que pouvaient-ils? Ça fait plus d'1 an qu'ils sont internés, qu'ils sont coincés dans cet espace entre, qui est une espèce de salle d'attente dont on ne connaît pas l'issue. Mais au départ, ils n'arrêtent pas de dire « Ne t'inquiète pas, nous allons bientôt être libérés, de toute façon nous sommes gardés par des gardiens français. » Et ça n'est pas l'ennemi, le gardien français. Le danger, a priori, il n'est pas là. On parle de ces hommes du billet vert qui sont des hommes juifs étrangers qui sont venus se réfugier en France, qui ont fondé tous leurs espoirs en pensant que s'il y avait bien un pays en Europe dans lequel ils seraient en sécurité, c'est la France. Donc tous ces éléments-là font que l'histoire est d'autant plus dramatique par cette trahison, au fond, qu'ils mettent du temps eux-mêmes à ressentir. C'était l'épisode de Terre-Histoire consacré au CERCIL, musée mémorial des enfants du Veldiv. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leurs témoignages à notre micro. Pour retrouver toutes les informations sur ce lieu, ses activités et ses prochaines actualités, vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite ou bien suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre-Histoire.